Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Alors voilà, on clôture 2025 avec un choc diplomatique de taille, pas un simple fait divers, non, un tournant potentiellement décisif dans l'histoire des rapports entre l'Algérie et la France. Un de ces moments qui laissent une empreinte durable, surtout quand on sait à quel point ces deux pays sont imbriqués. Ce n'est pas juste une affaire de politique, c'est du quotidien, du concret, du vécu pour des millions de personnes des deux côtés de la Méditerranée. On parle ici des Algériens installés en France, des familles d'immigrés, des enfants, des petits-enfants, parfois même les arrière-petits-enfants. On parle de citoyens français aux racines algériennes, de binationaux d'Algériens restés au pays mais connectés à la France par le sang, par le travail, par la langue, par la culture. Bref, c'est une toile complexe tissée par l'histoire. Et cet événement pourrait bien y poser une nouvelle couture ou y faire une déchirure. Bon, tenez-vous bien parce que ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas une simple info en bas de page, c'est une bombe politique. Le 24 décembre, juste avant de déballer les cadeaux, le Parlement algérien a sorti le sien une loi explosive qui classe la colonisation française parmi les crimes. Oui, vous avez bien entendu, on ne parle plus de mémoire d'histoire ou de reconnaissance vague. Non. C'est officiel, c'est inscrit noir sur blanc, le colonialisme devient un acte criminel aux yeux de l'Algérie. Et ce n'est pas tout. Fini l'ère des simples demandes d'excuses polies. L'Algérie change de ton. Elle veut plus. Elle réclame des réparations concrètes sonnantes et trébuchantes. Parce qu'au-delà des souffrances humaines, ce sont des pertes matérielles massives que le pays veut faire reconnaître et compenser. Dommages économiques, pillages, destruction, tout est dans la balance. Et cette fois, il y aura une facture. Ce texte, vous vous en doutez, a déclenché une avalanche de réactions. Normal, il redistribue les cartes d'un jeu vieux de 60 ans. On parle d'un ensemble d'environ 27 articles ou 24 selon certaines versions, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va faire couler de l'encre et sans doute du café dans les ministères français. Un virage à 180 degrés dans les rapports entre Alger et Paris. Pour être honnête, il faudrait 2 vidéos complètes rien que pour détailler les implications de cette loi, tant elle bouleverse l'ordre établi. Ce n'est plus un simple projet discuté dans les coulisses, c'est désormais une loi en bonne et due forme validée, signée, scellée. Et cette loi, elle ne fait pas dans la demi-mesure, elle dresse la liste noire des actes commis durant la période coloniale française en Algérie. L'État français dans ce texte est désigné comme pleinement responsable de cette page sombre, et ce n'est pas tout, le texte prévoit aussi un dispositif officiel pour obtenir des excuses claires publiques, ainsi que des sanctions contre toute tentative de glorification ou de défense du colonialisme. Mais ce qui change vraiment la donne, et on y reviendra quand on disséquera les fameux 27 articles, c'est que pour la première fois, Alger ne se contente plus de discours mémoriels. On passe à l'étape supérieure, l'Algérie exige désormais des compensations financières. Oui, vous avez bien entendu. Pendant des décennies depuis l'indépendance, le pays s'est limité à réclamer des mots, une reconnaissance symbolique, des excuses solennelles. Jamais jusqu'à aujourd'hui, il n'avait osé réclamer de réparation en espèces sonnantes et trébuchantes. Et là, tout change. Parlons franchement, réparation officielle, ce n'est pas juste un mot chic pour enjoliver les débats. Non, ça veut dire argent, des compensations financières bien réelles. Il ne s'agit plus simplement que la France dise pardon en baissant les yeux. Ce n'est plus suffisant de reconnaître quelques crimes de guerre ou atteintes à l'humanité. Désormais, l'Algérie sort la calculette historique et présente l'addition. Oui, l'addition. Parce qu'une indemnisation, c'est littéralement payer. Évaluer les destructions, les pillages, les pertes économiques, mettre un prix sur les décennies de colonisation et dire à la France, c'est ce que vous nous devez. Et ça, c'est du jamais vu. Ce qui rend ce tournant encore plus spectaculaire, c'est qu'il brise un tabou historique. Jamais, absolument jamais, ni un chef d'État algérien, ni un gouvernement n'avait osé revendiquer des paiements. Même le président Abdelmadjid Tebboune, en décembre 2024, affirmait devant les caméras que l'argent ne remplacerait jamais le sang des chouhada, que leur sacrifice ne pouvait servir de monnaie d'échange. Jusqu'ici, l'Algérie s'en tenait à une bataille symbolique exigeant reconnaissance et excuses. Mais cette nouvelle loi, elle ouvre une porte que personne n'avait encore franchie. Si on regarde dans le rétro, les seules fois où l'Algérie s'était aventurée sur le terrain des demandes concrètes, c'était à propos des séquelles sanitaires liées aux expérimentations nucléaires françaises, vous savez, ces fameuses explosions dans le Sahara entre Regan et Adrar. Entre 1960 et 1966, on parle d'une dizaine d'essais, peut-être même 17 au total, menés en plein désert, avec les conséquences qu'on imagine, cancer, malformations, maladies chroniques. À cela s'ajoutait
quelques plaintes sur l'usage d'armes chimiques, notamment dans la région de Béchar. Bref, jusqu'à présent, l'Algérie restait fidèle à sa doctrine historique, demander des excuses formelles mais pas un chèque, sauf peut-être pour couvrir les dégâts sanitaires. Mais là, changement de décor. Le nouveau texte adopté est une véritable révolution législative. Il ne se contente pas de gratter la surface, il plonge les mains dans le passé colonial français et en ressort une longue liste noire, 27 articles, pour balayer l'impunité, pour nommer les crimes, pour briser le silence. Exécution sans procès, déportation massive, guerre chimique, tortures en série, viols systématiques, esclavage sexuel, destruction de lieux de culte et conversion imposée au christianisme. Ce ne sont plus des sous-entendus, c'est noir sur blanc. Et le message est clair, la France doit reconnaître, condamner et s'excuser officiellement pour tout cela. Mais ce n'est pas tout, ce texte va encore plus loin. L'Algérie exige désormais le retour de ce qui lui appartient, les archives nationales et tous les biens culturels et symboliques qui ont été transférés en France à l'époque coloniale. Et ce n'est pas une simple demande de principe, il s'agit aussi de rapatrier les restes des résistants algériens, ces combattants tombés pour l'indépendance et qui reposent encore sur un sol étranger. Pour Alger, ils doivent revenir chez eux sur leur terre. Et comme si ce n'était pas déjà assez tendu, voilà que l'Algérie relance le dossier explosif des essais nucléaires français dans le Sahara entre 1960 et 1966. Il y en a eu 17 officiellement. Aujourd'hui, Alger réclame des cartes précises, des informations détaillées, mais surtout la décontamination complète des zones irradiées. En clair, nettoyez votre bazar. Mais tenez-vous bien car la suite risque de faire sauter quelques plombes à Paris. Pour la toute première fois, le texte nomme les harkistes algériens ayant combattu aux côtés de l'armée coloniale française et les désigne comme traîtres à la patrie. Oui, vous avez bien entendu, haute trahison noir sur blanc. Inscrit dans la loi. Cette déclaration risque de rouvrir de vieilles blessures, mais surtout de provoquer un séisme politique. Et parmi tous les articles de cette loi choc, il y en a un qui se démarque clairement et pas qu'un peu, un article clé qui pourrait devenir la nouvelle pierre angulaire des relations entre Paris et Alger. Une base juridique inédite qui demain pourrait redessiner totalement les contours de la diplomatie entre les deux pays. Et croyez-moi, ce n'est que le début des remous. Zoom sur l'article 9, un passage crucial du texte qui risque de devenir hautement symbolique. On y lit noir sur blanc que l'État algérien utilisera toutes les armes juridiques et judiciaires possibles pour obtenir de la France des excuses officielles pour son passé colonial. Mais attention, ce n'est que le début. Juste après, dans un glissement tout sauf anodin, le texte enchaîne avec un mot qui pèse lourd: réparation. Et pas juste symbolique, on parle ici de réparation matérielle complète et équitable. L'Algérie réclame que tous les dommages, qu'ils soient économiques ou moraux, soient indemnisés. Et ce n'est pas une demande vague ou ponctuelle selon la loi fraîchement adoptée, cette exigence est désormais considérée comme un droit fondamental, un droit inaliénable du peuple et de l'État algérien, autrement dit non négociable. Oui, c'est un tournant historique, une première dans les textes législatifs du pays, et ça va faire du bruit. Mais alors, comment fixer ce montant? Combien vaut un siècle de colonisation? Quels critères? Quels calculs? Franchement, il faudrait une vidéo entière juste pour explorer ce casse-tête, parce que ce que beaucoup ignorent aussi bien côté algérien que français, c'est que des précédents existants. Oui, d'autres puissances coloniales ont ouvert leur portefeuille. Prenons l'exemple de l'Allemagne, ce géant européen a déboursé des milliards d'euros pour son passé nazi, et pas seulement envers les pays européens, même la Namibie, ancienne colonie africaine, a reçu des compensations. La Grande-Bretagne aussi a payé. Alors pourquoi pas la France? Voilà la question que cette loi soulève très sérieusement. Bon, soyons clairs, demander de l'argent à une ancienne puissance coloniale, c'est une chose, mais chiffrer précisément l'addition, c'en est une autre. Et là, on entre dans une zone floue, parce que maintenant que l'Algérie a décidé de présenter la facture à la France, une question cruciale se pose: comment va-t-on calculer cette dette? Qui fait les comptes? Sur quelle base? Avec quels critères? Alors, est-ce qu'on va comptabiliser les villages rasés, les corps torturés, les déportations, les disparitions, la terre brûlée? Et surtout, comment évaluer l'horreur en euros? Les autorités algériennes se sont-elles vraiment préparées à ça? Car réclamer est une chose, mais pour convaincre, il va falloir une méthodologie solide, rigoureuse, incontestable. Une vraie comptabilité du colonialisme. Sauf que pour l'instant, rien dans la loi n'explique comment tout cela sera fait. On a des intentions, oui, de grandes ambitions, mais aucune formule de calcul, aucune grille d'indemnisation, aucun plan clair. Et là, forcément, ça grince un peu.
Prenez l'article 9, par exemple, il répète à l'envi que l'État algérien mobilisera tous les moyens juridiques et judiciaires pour obtenir des excuses. Très bien. Mais quand il s'agit de parler chiffres silence radio, rien n'est dit sur les outils concrets qui permettraient de transformer ce passé douloureux en montant vérifiable. Alors oui, c'est audacieux, c'est inédit, mais c'est flou, très flou. Alors concrètement, que peut faire l'Algérie maintenant ? Eh bien, si elle veut vraiment faire bouger les lignes, elle pourrait attaquer la France en justice. Mais attention, pas devant un tribunal local, la justice algérienne ne peut rien contre un État étranger et on ne va pas faire semblant, elle n'est ni compétente ni totalement indépendante pour juger ce genre d'affaires. La seule voie crédible, la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire officiel des Nations Unies. C'est le seul terrain neutre et légitime où un pays peut assigner un autre pays en justice. En clair, si Alger veut que Paris paye, ou du moins reconnaisse ses fautes, c'est là-bas qu'il faut frapper à la porte. Mais est-ce que l'Algérie va oser pousser jusque-là? Va-t-elle monter un dossier en béton pour dire devant le monde « Nous avons été colonisés, opprimés, dépouillés et nous exigeons réparation » parce que là, on n'est plus dans la symbolique. On entre dans le juridique. Et si ça arrive, ce sera un moment historique car ce tribunal international basé à La Haye a le pouvoir de juger des États pour leurs responsabilités historiques. Et devinez quoi, ce serait une première dans l'histoire des relations franco-algériennes. Et peut-être le début d'un bras de fer juridique d'une ampleur inédite. Soyons honnêtes, 1 minute, cette loi, malgré son ambition, a été clairement torchée à la va-vite. Oui, l'intention était là, on ne va pas le nier. Il y avait, une volonté sincère de lui donner un souffle historique, un poids symbolique de relancer enfin ce débat étouffé sur les cicatrices de la colonisation française en Algérie. Mais sur le fond, ça manque cruellement de rigueur. C'est bien beau d'énumérer les crimes, et là-dessus, ils n'ont pas fait les choses à moitié pillage, organisé des ressources 17 essais nucléaires dans le désert usage systématique de la torture physique et mentale, exécution sommaire. Le catalogue est complet, mais dès qu'on aborde la question des indemnisations, plus personne, plus une ligne claire, silence flou et flou bruyant. Et c'est là que ça coince. Parce que parler de compensation équitable pour tous les préjudices matériels et moraux, c'est fort, mais encore faudrait-il expliquer comment. Qui décide, qui chiffre? Sur quelle base le texte aurait dû aller plus loin? Il aurait fallu ajouter au moins un article concret structurant qui pose la question cruciale, y aura-t-il une commission indépendante pour encadrer tout ça? Et si oui, sera-t-elle algérienne internationale mixte? Est-ce que des experts extérieurs seront sollicités? Rien de tout ça n'est mentionné. Et pourtant, c'est là que tout commence. Et voilà le piège, si l'Algérie se lance toute seule dans le calcul de l'addition coloniale, la France n'aura aucun mal à balayer ça d'un revers de main. Elle dira que c'est biaisé non objectif, fondé sur des chiffres sortis d'un chapeau, bref, pas recevable. Alors sérieusement, pourquoi ne pas avoir anticipé ça? Pourquoi ne pas avoir prévu une commission neutre internationale avec des observateurs de l'ONU, par exemple, des spécialistes reconnus capables de chiffrer avec sérieux les dégâts laissés par la colonisation? Et puis, qui compose cette commission? Est-ce qu'on invite que des Algériens ou on inclut aussi des chercheurs français et pourquoi pas des historiens d'autres pays, des experts indépendants extérieurs aux deux camps? Ce genre de mécanisme aurait pu renforcer la crédibilité de la démarche, mais là le flou règne. C'est dommage parce que l'idée de base, elle est puissante. Et soyons clairs, oui, l'Algérie a le droit de demander réparation. D'autres l'ont fait. Israël a bien obtenu des compensations de l'Allemagne et pas seulement symboliques. Et pourtant, ce que la France a infligé en Algérie n'est pas sans rappeler des pratiques qui frôlent le génocide. Même des pays africains comme la Namibie ont été indemnisés. Donc non, ce n'est pas une première historique, mais dans le contexte franco-algérien, c'est un vrai séisme car pendant des décennies, Alger n'avait jamais osé mettre l'argent sur la table. Et rien que ça, c'est déjà un changement de ton spectaculaire. Pendant longtemps, en Algérie, on avait une ligne rouge qu'on ne franchissait pas. Le sang des martyrs, ça ne se monnaie pas. C'était clair, net, symbolique. L'histoire nationale n'était pas une marchandise, mais aujourd'hui, eh bien, on sort la calculette. Parce que dès qu'on parle d'indemnisation, ça devient une affaire de chiffres. Il va falloir présenter une facture bien ficelée avec les détails du pourquoi, du comment et surtout du montant. Parce que réclamer de l'argent sans argumenter solidement, ça revient à tirer à blanc. Et là où ça devient stratégique, c'est que cet argent, s'il arrivait un jour à rentrer, pourrait changer le visage du pays. On parle d'infrastructures de développement d'avenir. L'intention est
est bonne, mais soyons honnêtes, comment on détermine ce chiffre? Quelle méthode, quels critères? La loi n'en souffle mot. Et c'est précisément ça le souci, on a l'ambition, mais pas les outils. Mais ce n'est pas tout. Le passage qui fait franchement froncer les sourcils, c'est celui des peines de prison ferme. Oui, vous avez bien entendu, célébrer de près ou de loin la colonisation française, direction la case prison de 5 à 10 ans, même un geste, une parole mal interprétée, et vous risquez une décennie derrière les barreaux, ce n'est plus une loi mémorielle, c'est une épée de Damoclès sur la liberté d'opinion. Mais attendez, c'est pas fini. Cette loi ne se contente pas de frapper fort sur ceux qui glorifient la colonisation. Non, elle va encore plus loin. Si vous touchez même légèrement au symbole de la résistance du mouvement national ou à l'histoire sacrée de la guerre de libération, là aussi, c'est direct 2 à 5 ans de prison. Et cerise sur le gâteau, si vos propos ont un petit parfum colonial, hop, 3 années supplémentaires offertes gracieusement. À ce rythme-là, on va finir par criminaliser la nuance. Et là, pardon, mais moi, je tire la sonnette d'alarme. Ça devient inquiétant. Vraiment. On n'est plus dans la préservation de la mémoire, on est dans le contrôle du récit. Vous vous souvenez de l'affaire Ça? Ce type qui a juste osé évoquer la guerre de libération autrement et qui s'est retrouvé menotté. Alors quoi? Désormais, c'est au juge de deviner si vous célébrez le colonialisme ou pas, sur quelle base, un mot mal placé, un ton mal interprété, et vous êtes suspect. Et ça va encore plus loin. Imaginons, je critique les figures de la Révolution, je rappelle que certains ont été liquidés politiquement comme Aban ou que le FLN a connu des conflits internes, luttes de clans. Eh bien, rien qu'en disant ça, je pourrais être accusé de faire l'éloge du colonialisme français. Oui, vous avez bien entendu, raconter l'histoire autrement devient potentiellement un crime. Et ça, franchement, c'est effrayant. Et là, on atteint un nouveau seuil de danger, on criminalise carrément le débat historique. Donner son point de vue, exposer des faits même reconnus, pourrait vous envoyer en prison. Et ce n'est pas une théorie farfelue, on l'a déjà vu avec l'affaire Assad Akba, dont la fin a laissé un goût amer. Prenez quelqu'un comme Abra, par exemple. S'il avait osé même sans critiquer simplement évoquer certaines vérités sensibles comme la gestion trouble du trésor du FLN, eh bien sous cette nouvelle loi, il aurait pu finir derrière les barreaux pour avoir tenu des propos positifs sur la colonisation. Oui, aussi absurde que ça. Et vous imaginez la suite, un juge pourrait très bien lui balancer « Ah, toi t'as osé dire du mal de Ben Bella et de certains héros de la Révolution, donc tu fais le jeu de la France coloniale. » Et voilà. Un outil juridique ultra subjectif remis entre les mains de magistrats parfois peu formés, parfois partiaux, parfois instrumentalisés, qui pourraient s'en servir pour réprimer toute pensée critique. Il faut dire les choses comme elles sont, l'histoire de l'Algérie n'a jamais été un long fleuve tranquille, même avant l'indépendance. Il y a eu des règlements de compte, des trahisons, des assassinats politiques, des rivalités sanglantes. Alors oui, aujourd'hui, on a le droit et même le devoir de parler de cette part d'ombre, de l'exposer, de la questionner. Sinon, on ne fait pas de l'histoire, on fait de la censure. La guerre de libération nationale, c'est l'acte fondateur d'un peuple qui se lève, qui dit non à la soumission et qui choisit la dignité au prix du sang. Un moment d'une intensité rare qui a inspiré des générations d'écrivains, de penseurs, de cinéastes à travers le monde entier. Une épopée héroïque qui a façonné l'image de l'Algérie sur la scène internationale et qui reste sans aucun doute l'un des chapitres les plus lumineux de notre histoire collective. Mais attention, derrière cette lumière éclatante, il existe aussi une zone d'ombre. Oui, des choses troublantes se sont produites, des tensions, des non-dits, des dérives, l'histoire n'est jamais entièrement pure. Et le problème avec cette loi dans sa forme actuelle, c'est qu'elle ferme la porte au débat, littéralement. Car à partir de maintenant, toute personne, je dis bien toute personne qui osera remettre en question, nuancer ou simplement proposer une lecture critique des événements d'avant l'indépendance s'expose à des poursuites. On ne parle plus ici d'honorer la mémoire, mais d'imposer une version unique de l'histoire. Et ça, c'est dangereux. L'histoire doit être discutée, confrontée, interrogée, pas verrouillée. Et là, on franchit clairement une ligne rouge. Non, ce n'est pas juste inquiétant, c'est carrément dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Envoyer en justice un Algérien parce qu'il aurait soi-disant célébré la colonisation. Sérieusement, mais qui fait ça? Franchement, montrez-moi un seul Algérien qui applaudit le colonialisme français, à part peut-être 2 ou 3 originaux échappés d'un asile. Moi, j'en connais aucun. Et c'est justement là que le bas blesse, ces dispositions floues
peuvent devenir des armes politiques. Des outils parfaits pour faire taire les voix qui dérangent celles qui ne rentrent pas dans la ligne officielle. Des historiens qui creusent un peu trop en prison. Des profs d'université qui ne récitent pas la version d'État sanctionnée. Un chercheur indépendant qui ose proposer une autre lecture de l'histoire, étiquetée, accusée, neutralisée. Mais attendez, depuis quand l'histoire appartient-elle à l'appareil d'État? L'histoire, c'est le bien commun de la société. Ce sont les citoyens, les penseurs, les journalistes, les chercheurs, les profs. Bref, toutes celles et ceux qui vivent et réfléchissent, qui ont le droit d'en discuter, d'en débattre, d'en déconstruire les récits. Si l'on commence à dire que seul l'État a le monopole du passé, alors ce n'est plus de la mémoire, c'est du dogme verrouillé à double tour. Mais attention, accrochez-vous bien, même nommer des vérités peut vous envoyer en tôle. Oui, oui. Si demain je prends la parole pour dénoncer ceux qui auraient joué un rôle trouble dans l'élimination d'Aban Ramdan, si j'ose simplement citer des noms liés à des complots internes, on pourrait m'accuser de quoi atteinte au symbole de la résistance. Et bam! 2 à 5 ans de prison comme ça, pour avoir raconté un pan d'histoire que certains préfèrent garder sous le tapis. Franchement, on marche sur la tête. Et ça ne s'arrête pas là. Tenez-vous bien, le flou autour des propos à connotation coloniale est encore plus absurde. Imaginez que je dise calmement qu'avant l'indépendance, la France avait laissé des infrastructures qu'on a ensuite mal gérées, mal entretenues, mal exploitées. Rien de plus. Et là, paf, 3 ans de prison parce que ma phrase pourrait être interprétée comme favorable au colonialisme, sérieusement. Non, là, c'est n'importe quoi. On est en train de transformer le débat historique en zone minée. Ce n'est plus de la justice, c'est une chasse aux sorcières sémantiques. Utiliser l'histoire comme arme pour emprisonner ceux qui pensent autrement, c'est non seulement malhonnête, c'est carrément immoral. Et voilà encore une fois, on fonce droit vers une explosion de prisonniers politiques. Avec ces nouvelles lois floues, préparez-vous à voir les cellules se remplir d'opposants, d'intellectuels, de penseurs indépendants. On ouvre grande la porte à la répression d'opinion tout simplement. Moi, personnellement, je tire la sonnette d'alarme, ces articles doivent disparaître. Il faut les supprimer, point. Attention qu'on soit clair, oui, l'Algérie a pleinement le droit de condamner le colonialisme. Elle peut et elle doit réclamer des réparations, des excuses, une reconnaissance officielle. Sur ce terrain, je suis à 100% d'accord. Mais utiliser la mémoire de la guerre de libération comme prétexte pour légitimer les enfermements, museler la contestation et verrouiller la pensée libre, là, c'est non. C'est un engrenage extrêmement dangereux. On ne joue pas avec l'histoire pour justifier l'injustice du présent. Il faut bloquer cette dérive maintenant, pas demain. Il faut que la pression populaire s'exerce pour faire tomber ces articles qui imposent des peines de prison fermes pour simple opinion. Et surtout, et ça c'est fondamental, ce n'est pas au juge, ni à un tribunal, ni à un texte de loi de trancher ce qui est la bonne version de l'histoire. En Algérie, il existe déjà des lois pour protéger la mémoire de la résistance. Alors pourquoi vouloir en faire une arme contre la pensée critique? L'histoire ne peut pas être réduite à un décret. Évidemment, si demain un Algérien se met à clamer que les Harkis étaient les véritables héros du pays, qu'ils représentaient le vrai patriotisme, là oui, on touche à quelque chose de sérieux. Des propos insultants, outrageants ou diffamatoires, c'est une autre histoire, là on est dans le cadre légal. Et pour ce genre de dérive, la loi actuelle suffit déjà amplement, pas besoin d'en rajouter une couche. Mais lorsqu'un intellectuel, un historien ou même un simple journaliste cherche à revisiter certains chapitres de notre passé, en apportant de nouveaux éclairages, des documents inédits ou des interprétations différentes, on devrait l'encourager, pas le menacer de prison ferme. Parce que là, on tombe dans l'abus autoritaire pur et simple. C'est un glissement brutal vers la répression idéologique. Et ça ne passe pas. Le pire, c'est que le régime actuel ne se contente plus d'enchaîner le présent, il remonte carrément dans les archives du passé pour en faire une arme juridique. Une manière de verrouiller la pensée, d'éteindre le débat et de bâillonner ceux qui dérangent. Et ça, franchement, ça mérite d'être dénoncé haut et fort.